Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollar, le Pokédollar du mois d'avril. Alors vous verrez que dans cette vidéo le choix des cartes a été beaucoup plus strict, j'ai sélectionné beaucoup moins de cartes que d'habitude, tout simplement parce que je me suis rendu compte que même mes vidéos Pokédollar duraient près d'une heure et c'est quand même un petit peu long pour ce format, surtout que je ne vous présente que des scans de cartes finalement, donc on va un petit peu réduire la cadence maintenant sur les Pokédollars et je vais vraiment vous sélectionner que les cartes qui moi m'ont le plus marqué du mois, quitte à ne vous en présenter que 15 au lieu de 30. Je pense que c'est beaucoup mieux. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, le mois de mai a déjà commencé et il y a déjà des cartes assez extraordinaires qui ont été listées pour le mois de mai. Donc forcément, eh bien, je vous les présenterai lors du prochain numéro. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On commence par un très joli Dracofeu brillant japonais, PSA 9. Donc la carte est partie sur PWCC le 10 avril pour la somme de 3720 $. Alors je trouve ça assez intéressant parce que là pour le coup on note quand même une hausse assez importante puisque au niveau de l'historique eh bien la dernière vente que j'ai trouvée s'est élevée à 2640 $. Donc là on est vraiment sur une hausse très très nette parce que 1000 $ sur une carte comme ça c'est assez fou. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Shining japonaises sont vraiment très très dures à trouver. Elles n'existent bien sûr pas en édition 1, vous le savez, pendant toutes les premières séries en tout cas de Original Era, puisque le mot Wizard of the Coast à proprement parler n'a pas de sens en japonais, puisque c'est pas cet éditeur-là. Donc les premières séries en japonais n'existaient pas en édition 1, édition 2. On a bien entendu en tête l'exemple du Norarity, mais c'est pas une édition 1 à proprement parler, il n'y a pas le logo édition 1. Donc effectivement, les séries Neo étaient encore affectées par cette non-présence du logo édition 1. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, vous ne trouverez jamais de Shining japonaise première édition. En tout cas par rapport aux cartes de série. Et ce Dracofeu donc eh bien, ne fait pas exception et c'est très très rare, c'est vraiment très rare en japonais. On a en tête bien entendu la rareté des cartes françaises, des brillantes françaises. Les anglaises sont plus faciles quand même mine de rien à trouver. Alors la demande est énorme, il y a énormément de demandes mais elle reste quand même plus facile à trouver. En revanche en japonais c'est vraiment très très rare et donc encore une fois je trouve que c'est un prix qui reste raisonnable malgré cette forte hausse, cette forte montée. Eh bien ça reste raisonnable. Malgré tout, je ne vois pas ce genre de carte poursuivre sur le court terme en tout cas une hausse semblable à ce qu'on a pu voir lors de cette vente. C'est pour ça qu'au niveau de ma prévision, je me suis plus établi à 2900 $. À mon avis, voilà, on va se stabiliser autour des 3000 $. Encore une fois, je le précise pour ceux qui ne sont pas habitués à ce format Pokédollar, la partie prévision, ce n'est qu'une estimation que je fais et qui n'est évidemment fondée sur rien d'autre que mes propres intuitions, mes propres ressentis. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, donc au niveau de la prévision en tout cas. Donc c'est un ressenti. Je pense personnellement que la cote va un petit peu se stabiliser, un petit peu se tasser. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les Shining japonaises, enfin pour moi ce ne sont pas les séries en fait qui ont le vent en poupe actuellement sur le japonais. Voilà. J'ai vraiment l'impression en ce moment que eh bien, ce sont surtout les séries du Block X qui sont très 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 appréciées, qui ont le vent en poupe en japonais. Alors l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que les séries du Block X ont le vent en poupe que le Neo ne peut pas avoir le vent en poupe, mais pour le moment je resterai un petit peu conservateur et j'estime donc qu'au niveau de la prochaine vente on va un petit peu réduire ce gap. Au niveau de la population on est à 161, donc ça paraît beaucoup pour du... Enfin, pour du PSA 9, ça paraît beaucoup, mais il ne faut pas oublier que ce sont des cartes qui sont quand même qui ont souvent été envoyées à la gradation, puisque mine de rien, quand vous sortez un Dracofeu brillant de booster, vous avez tendance à tout de suite en l'envoyer en gradation. Et pour du japonais, justement, c'est pas énorme, 161 en PSA 9. Je sais pas quelle est la population en PSA 10, mais en tout cas, 161 pour du PSA 9, c'est vraiment pas énorme. Ensuite, on continue avec une petite carte de Skyridge, le Dracofeu Cristal. Alors ici, vous l'aurez remarqué, c'est pas le Dracofeu Cristal anglais, c'est le Dracofeu Cristal japonais de Skyridge. C'est excessivement dur à trouver maintenant en scellé. Autant des displays, des boosters et des displays Skyridge, c'est très très cher et très populaire en anglais, mais vous pouvez quand même relativement en trouver si vous avez du temps, de la patience et de l'argent. En revanche, sur du japonais, bonne chance, surtout par rapport au display, c'est vraiment devenu introuvable. Enfin,
en tout cas très 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 difficiles à trouver. Donc effectivement, ce sont des cartes qui font bien plaisir. Donc le fameux Dracofeu Cristal de Kuki Saito, qui est loin d'être mon Dracofeu favori, hein, pour le coup. J'ai connu de meilleures illustrations de Saito, mais encore une fois, c'est un goût personnel. Quoi qu'il en soit, la carte est ici partie pour 3720 $, donc on est sur le même type de constat que pour le Dracofeu Cristal qu'on a fait tout à l'heure, parce que au niveau du Dracofeu Shining, pardon, parce qu'au niveau de l'historique, eh bien, on s'était établi à 2200 $, hein, pour du PSA 9. Encore une fois, hein, je précise, on n'est pas sur du PSA 10 ici, on est sur du PSA 9. Bien entendu, sur le Dracofeu Cristal PSA 10, le prix est tout autre. En tout cas ici, eh bien, on a une véritable montée, hein. C'est assez énorme cette montée de plus de 1500 $ là, entre la dernière vente et celle-ci. Bon, pour moi, c'est un petit peu trop haut quand même pour du PSA 9. Hein. Faut pas oublier que cette carte-là, on pouvait la trouver il y a encore quelques années en PSA 9 pour une bouchée de pain. Même en PSA 10, ça restait trouvable, mais ça avait déjà bien monté. Donc là, effectivement, ça paraît quand même beaucoup. C'est pour ça qu'au niveau de la prévision, hein, j'ai établi sur une prévision un petit peu supérieure quand même au prix de la dernière vente, mais tout de même plus... voilà, plus basse que ce qu'on a pu observer ici sur cette vente. Encore une fois, ça s'est passé sur PWCC le 10-04-2023, donc plutôt en début de mois. Mais je trouvais ça assez intéressant, en tout cas à noter. Là, en revanche, hein, je parlais tout à l'heure de l'absence du logo édition 1 sur les séries Neo. Là, avec les e-series, hein, en japonais, eh bien, le différentiel entre l'édition 1 et l'édition 2 est apparu. Hein. Vous savez, c'est avec les séries VS et les e-series en japonais que le différentiel apparaît entre l'édition 1 et l'édition 2. Donc voilà, en tout cas, plutôt cool, hein, comme carte. Au niveau de la population, on est sur 76. Encore une fois, c'est vraiment très très peu, hein, pour du japonais PSA 9 comme population. On continue avec une de mes cartes favorites, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que c'est ma carte préférée de tout le bloc Wizards. Donc il s'agit du Léviator Brillant, première édition donc de la série Néo Révélation. Il est parti en anglais en PSA 10, hein, donc là vraiment on est sur du très très haut de gamme. Cette carte n'est pas facile à grader. Pourquoi? Parce que Néo Révélation, vous avez souvent du Silvering, hein, là je parle des séries occidentales. Vous avez souvent du Silvering, vous avez des petites micro-rayures, des print lines sur la surface holographique. Voilà, donc c'est assez compliqué mine de rien à grader. Et d'avoir cette carte en PSA 10, bah, vous imaginez bien que c'est quand même un vrai bonheur. Là, elle est partie pour 5520 $, ce qui peut paraître haut pour certains et faible pour d'autres. Hein. C'est-à-dire que 5520 $, on se dit, ouais, c'est une somme énorme, et c'est le cas, c'est une somme énorme. Mais c'est vrai que par rapport à des ventes que j'ai pu voir en plein fort de la hype, au plus fort, pardon, de la hype, ça va être plus français de le dire comme ça, ou récemment, on peut dire quand même que c'est un prix un petit peu timide. Ça reste sympathique, hein, mais c'est un petit peu timide. Hein. J'ai déjà vu des Léviator Brillant première édition US PSA 10 partir pour plus de 10K à certaines périodes de 2021-2022. Donc là, effectivement, se retrouver avec 5520 $, c'est pas mal, ça reste un prix très correct, très fair. Mais c'est vrai que on est loin des sommets qu'on a pu atteindre. La dernière vente en date s'est élevée à 6000 $. Hein. Donc ça ne veut pas dire que 6000 $ c'est la plus haute, hein, c'est simplement la dernière en date. C'est plutôt comme ça que je compare les ventes les unes avec les autres. Au niveau de ma prévision, bah pour moi, on va un petit peu grimper. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 6200 $. Donc j'estime qu'on va un petit peu grimper, et par rapport à cette vente-là qui vient d'être faite, et par rapport aussi à l'historique, donc à la dernière vente en date qu'on a pu noter. Au niveau de la population, c'est 109. Et là, pour le coup, c'est pas mal quand même, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que 109, ça veut dire qu'il y a quand même du stock un petit peu disponible, hein, en PSA 10. Et pour une carte aussi difficile à grader, eh bien, ça peut paraître quand même assez important, surtout en édition. Hein. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal, en tout cas pour ce Léviator Brillant. On continue sur la lignée des brillants, hein. C'est un petit peu le Pokédollar des brillants, hein. J'aime beaucoup ces cartes-là. En ce moment, c'est celles qui me procurent le plus d'émotions, on va dire, les cartes brillantes. Donc, ce Pokédollar leur est un petit peu consacré, mine de rien. Et là, donc, on passe au Kabutops, encore une fois en US, donc en première édition PSA 10. La carte est ici partie pour 1100 $, hein, donc c'est vraiment peu, ça reste abordable. C'est un petit message aussi, hein, que j'envoie aux collectionneurs français qui ne peuvent pas forcément atteindre ces cartes-là
en français, voire même en japonais, en PSA 10 par exemple, mais en français a fortiori, eh bien les Shining édition 1 sont particulièrement rares et particulièrement chers. Donc si vous voulez une bonne solution de repli, surtout quand je le rappelle, l'anglais c'est quand même la langue internationale, c'est ce qu'il y a eh bien, dans le monde de la collection le plus répandu, donc vos cartes garderont toujours cet attrait, hein, cette valeur, qu'elle soit financière ou émotionnelle de la part des collectionneurs étrangers, qu'ils soient américains ou même européens parfois. Donc voilà, n'oubliez jamais que l'anglais n'est pas jeté à la poubelle, l'anglais n'est pas une sous-langue, donc là je parle au niveau de la collection, hein. Je sais bien que vous savez que c'est la langue la plus parlée dans le monde, etc. Mais en tout cas au niveau de la collection, c'est important de comprendre que l'anglais c'est une langue qui est la plus légitime. Alors il faut mettre des guillemets quand je dis légitime, parce que toutes les langues sont légitimes, mais en termes en tout cas de demande, et en termes d'intérêt de collection, eh bien l'anglais est véritablement pionnier, avec le japonais bien sûr. Donc ça reste une très belle solution de repli. Pour moi, il y a voilà, je vous donne des petits tips comme ça, assez bons à prendre selon moi. Il y a deux choses à comprendre en ce moment, c'est que d'une part, vous avez les cartes du BlockX japonaises qui commencent à monter, mais pas suffisamment encore par rapport à leur véritable rareté. Donc pour moi, il y a encore moyen de se positionner là-dessus, parce que vous verrez hein, où ça sera où le japonais sera dans quelques années. Hein. Regardez cette vidéo dans 4-5 ans si vous le souhaitez, et vous verrez à quel point on en est rendu. Donc ça c'est la première catégorie de cartes à mon avis, hein, le BlockX japonais qui est particulièrement sous-coté, même si, encore une fois, hein, les ex du BlockX en japonais ont déjà pris x2, x3 par rapport au niveau qui était le leur il y a quelques années, mais tout de même ça reste un petit peu en deçà selon moi de ce que ça mérite. Et puis ensuite d'un autre côté on a le bloc Neo US hein, qui pour moi est particulièrement accessible par rapport à sa véritable rareté. Alors là je parle de l'édition 1, pas forcément de l'Unlimited. L'Unlimited il y en a un petit peu partout en US. Donc au niveau de l'édition 1 c'est quelque chose qui est assez rare mine de rien, même si ça reste bon, on en trouve quand même hein, en anglais, mais malgré tout je trouve les cartes, en tout cas les boosters un peu moins, mais les cartes particulièrement accessibles, alors qu'elles devraient l'être moins, à l'image de ce Kabutops. Donc si vous voulez vous positionner sur des cartes de collection avec un haut grade ou voilà, à garder, eh bien moi c'est en tout cas mon conseil, c'est là où je mettrai ma petite pièce, ça serait sur ce type d'illustration. Donc voilà pour le Kabutops PSA 10 qui est parti pour 1100 $, donc toujours dans la même vente, hein, le 10-04-2023 chez PWCC. Au niveau de l'historique, on avait une dernière vente à 1290 $, donc effectivement on est à peu près dans le même ordre d'idée, hein. Ça a un petit peu baissé mais c'est assez anecdotique, donc je pense qu'on va rester personnellement dans cette tranche hein, des 1200 $, 1100, 1200 $. Je ne vois pas d'évolution fulgurante, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Mais on verra bien en tout cas ce que donne la prochaine vente avec la population de 195, donc une carte qui est quand même accessible, même si c'est pas tant que ça quand on met à l'échelle du monde entier quoi. On continue avec le Mewtwo brillant, qui est ma Shining préférée. Hein. Clairement, le Mewtwo brillant, c'est ma Shining préférée de tout Neo Destiny. Je préfère le Léviator brillant dans Neo Révélation, hein, je vous l'ai dit, c'est ma carte préférée du Block Wizards. Malgré tout, si je dois faire un comparatif entre les Shining de Neo Destiny, bah, c'est celle-ci ma préférée. En anglais, première édition, PSA 10, elle est partie pour 3240 $. C'est un chiffre honnête, c'est en deçà de ce qu'on avait déjà connu, puisqu'il y a un historique à 3840 $. Donc la carte s'est négociée quand même pour moins cher hein, de ce qu'on pouvait attendre. Voilà, ça reste pour moi dans une fluctuation de marché. Parfois vous avez des pics dans le bon sens, dans le mauvais sens. Il faut de toute façon penser que bien la collection Pokémon, le hobby est en escalier. Hein, donc vous avez des phases de montée puis de stagnation. Mais au sein de la phase de stagnation, vous pouvez avoir de légères corrections, de légères montées. Hein, c'est pas forcément aussi plat qu'un escalier. Mais en tout cas, dans la trend globale, vous avez montée, stagnation, montée, stagnation.
ça c'est vraiment sur le très long terme, hein. Quand on regarde sur le très long terme ça donne ça, mais au sein des montées, il y a des montées plus ou moins importantes, et au sein de la stagnation, vous avez des coefficients qui varient également. Voilà, donc là en tout cas on est sur une carte qui garde à peu près son prix habituel. Au niveau de la prévision, j'ai établi un 3500 $, je pense qu'on va rester globalement dans cet ordre d'idées, ça me paraît particulièrement cohérent, pour une carte qui a une population de 202, donc qui est trouvable, sans que ce soit non plus énorme, hein. Il n'y en a pas une pour, pour tous les collectionneurs, hein. Mais ça reste plutôt cool. On est dans les mêmes ventes, donc chez PWCC, hein, la marketplace américaine, cette même vente du 10-04-2023. On continue avec le Noir Fang, donc là je vais passer un petit peu plus vite, hein. Vous avez compris un petit peu maintenant l'idée au niveau des cartes de Neo Destiny, donc 930 $, hein. Typiquement le genre de Shining pour lesquels on n'est pas encore au-dessus des 1000 $, pour vous dire à quel point elles sont accessibles ces cartes-là. Donc voilà, moi je pense que c'est une carte sur laquelle vous pouvez très bien vous positionner, en tout cas si vous aimez l'illustration. On est clairement sur les mêmes prix que d'habitude, hein. Il n'y a pas d'éléments incroyables à noter, 950 $, 930 $. Pour moi, on est comme sur le Caputops, on va rester sur la même tranche, parce qu'il n'y a pas de raison que ça évolue tout d'un coup, alors que ça fait plusieurs mois, voire même années, qu'on est à peu près au même niveau. Alors quand je dis année, c'est pas pendant 5-6 ans, mais en tout cas sur l'année 2023, fin 2022, on est à peu près resté dans le même coefficient, quoi. Alors ensuite le Tyrannosif brillant, qui lui est parti pour très très cher, hein. Franchement 4080 $, il a passé la barre des 4000. Le Tyrannosif et le Mewtwo ont toujours été à peu près au même prix, et là bien le Tyrannosif a clairement dépassé le Mewtwo. Alors c'est peut-être temporaire, hein. On a déjà connu, hein, des cartes qui jouaient un peu au chat et à la souris en termes de prix, qui se dépassaient mutuellement en fonction de la course et donc en fonction de la vente. Ça ne veut pas dire grand chose, même si c'est toujours marrant de comparer les cartes entre elles. Ici, en tout cas, le Tyrannosif est très très bien parti, hein. Il s'est très bien vendu. J'aime beaucoup, hein, cette illustration de Sugimori. J'ai toujours trouvé ce Tyrannosif Godzilla particulièrement impressionnant, avec cette contre-plongée là. La dernière vente était à 3840 $, ce qui était déjà très très haut, hein, je trouvais. Et là, on a carrément passé les 4000, donc moi, ça me semble assez énorme. Bon, j'ai prévu une prévision un petit peu plus conservatrice, hein. J'imagine qu'on va plus se situer aux alentours des 3500. 4000, ça me paraît légèrement haut par rapport au contexte actuel, par rapport au marché actuel. Je peux me tromper encore une fois, mais ça me paraît légèrement trop haut. Voilà, population de 158 en tout cas. Donc la carte reste un petit peu plus difficile à trouver que le Mewtwo, par exemple, hein, qui avait une population de 202. On le voyait juste avant. On continue avec un petit Dracofeu Star, hein, pour arriver sur le bloc X. Donc Dracofeu Star anglais, un PSA 9 qui est parti pour 4920 $. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça vous donne des éléments de comparaison avec le français. On a vu des cartes françaises en PSA 9, hein, des Dracofeu Star français PSA 9 partir, je crois, pour 6 ou 7000 €, me semble-t-il. C'était sur le live de Jonathan, un French Charizard, petite dédicace bien sûr. Moi-même, hein, bien entendu, j'ai Dracofeu Star en PCA 9,5 en tout cas pour l'instant. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, en termes de prix. 4920 $, ça reste au-dessus, hein, de ce qu'on avait pu connaître dans les dernières ventes, puisqu'on a un historique à 4440 $. Donc la carte a pris 500 $. En PSA 10, on n'est bien sûr pas du tout sur cet ordre d'idée-là, hein, en termes de prix. On est plus entre 15 et 20 000 $ à peu près. En tout cas, peut-être un petit peu moins. Enfin, ça dépend, c'est toujours fluctuant, hein, vous le savez. En attendant, là, on est quand même sur une population plus importante, hein. Vous voyez tout de suite la différence, 483 en PSA 9. Pourquoi? Parce que quand vous chopez un Dracofeu Star de l'île des Dragons de booster et que vous l'envoyez tout de suite à la gradation, il a tendance à revenir neuf. Pourquoi? Parce que ces cartes sont souvent assez décentrées. Il y a des problèmes de print line, enfin vous connaissez, hein, les problèmes de île des Dragons, qui sont les mêmes en français qu'en anglais d'ailleurs. Donc le PSA 10 c'est très difficile à atteindre, hein. C'est pour ça qu'il y a une telle différence de prix entre le PSA 9 et le PSA 10. Après, ça reste une carte très 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 jolie, très difficile à avoir, très appréciée par les collectionneurs. Donc bon, le prix me semble assez cohérent, pas loin des 5000 $ malgré tout, par rapport à l'historique et par rapport à la tendance actuelle, hein, du bloc X US. J'aurais tendance à minimiser la prochaine vente, donc j'ai fait une prévision à 4200 $, ce qui me semble plutôt cohérent. On continue avec un Alakazam Star, cette fois-ci PSA 10, hein, de Gardien de Cristal. Alors, Alakazam, moi je le trouve très très beau, c'est une de mes stars préférées. Malheureusement, il y a des choses qui jouent contre elle. Déjà, elle est
elle est pas commune, mais disons que c'est pas la plus dure à trouver, c'est pas la plus dure à grader non plus à la Kazam, et en plus de ça, ben, c'est loin d'être la plus appréciée. Donc en fait, il y a pas mal d'éléments qui jouent en sa défaveur et qui expliquent donc un prix de seulement 2880 $ en PSA 10, hein, ce qui peut sembler assez dérisoire hein, par rapport à d'autres cartes qui la surpassent aisément, même en PSA 9. Surtout qu'on avait un historique à 3240 $, donc là la carte a quand même perdu un petit peu de sa valeur. Bon, à voir ce que ça donnera lors de la prochaine vente. Moi, à mon avis, on va se stabiliser aux alentours des 3000 $ tout de même. Hein, donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2900, 3000. Population de 76, ça peut sembler peu, c'est le cas. Même s'il y a quand même pas mal de stars qui ont une population inférieure à 50. Hein. On pense aux stars de Team Rocket Returns, on pense aux stars de Ex-Deoxys. Toutes ces stars-là ont une population en PSA 10, en tout cas je parle ici, hein, inférieure à 50. Donc c'est vrai que 76, c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit peu plus. Et rajouter à cela le fait que cette carte, comme c'est pas un Pokémon légendaire, c'est pas la plus appréciée. Bon. Donc peut-être que ça joue un petit peu contre elle, mais moi je trouve que c'est vraiment un très bon compromis hein, d'acheter ce type de carte de nos jours parce que ça ne peut qu'être bénéfique pour le futur. On continue avec les Shining, hein, je vous ai dit, hein, c'est le Pokédollar des Shining de toute façon, sauf que là, on rebascule sur du japonais, hein, donc je vous le rappelle, les Shining japonaises qui n'existent pas en première édition. Vous avez d'ailleurs le petit logo avec les triple stars, avec les 3 étoiles en bas à droite, donc c'est la numéro 150, hein, puisqu'elles sont classées selon l'ordre du Pokédex, bien entendu. Donc là, c'est le Mewtwo brillant en PSA 9 qui est parti pour 1350 $. C'est plutôt pas mal. On est à nouveau vraiment dans le prix. Donc il n'y a pas de grande surprise en fait hein, par rapport au prix de vente, mais je vous en parle surtout parce que ce sont des belles cartes et qu'en France, on n'est pas forcément conscient du prix auquel partent ces bangers, hein, on peut le dire, en japonais et en anglais. On est très focalisé sur un certain type de cartes, mais on a tendance à oublier ces cartes-là et à ne pas analyser leur marché, à ne pas analyser leur prix. Et je trouve ça assez dommage. Donc aujourd'hui, je voulais mettre un petit peu la lumière, le projecteur sur ce type de cartes qui reste encore assez accessible hein, en PSA 9. En PSA 10, c'est une autre histoire. C'est pas qu'elles sont inaccessibles, alors elles sont très chères, mais c'est surtout qu'elles sont introuvables. C'est-à-dire il y a peu de personnes qui les ont et ceux qui les ont ne veulent pas les vendre hein, forcément. Donc très très difficile, mais en PSA 9 déjà c'est un bel achievement hein, d'avoir ce genre de carte. 1350 c'est un petit peu plus que l'historique. Bon, moi je pense qu'on va continuer à monter sur ce type de carte très apprécié, très populaire et très rare. Donc sans trop me mouiller, j'ai prévu 1400 pour la prochaine vente. Population de 144, hein, c'est assez classique. Leviator Star, ensuite en japonais PSA 10 qui est parti pour 2880 $. Alors d'ailleurs, voilà, c'est une carte que je recherche hein, actuellement. C'est une carte que je recherche pour ma collection. En japonais, hein, je l'avais en japonais première édition PSA 10. 2880 $, c'est pas mal, c'est plus que son prix habituel. Au niveau de l'historique, donc j'ai une vente à 2400 $, donc la dernière vente avant celle-ci c'était 2400 $, et beaucoup de ventes se sont stabilisées justement aux alentours de 2200, 2400, 2500 $. On est resté très très longtemps dans cet ordre d'idée. Et donc là, 2880, c'est un petit peu une anomalie. Alors, c'est pas non plus une différence incroyable, mais disons que cette montée, elle n'avait pas été, en tout cas, vue depuis un petit moment, puisqu'on s'était stabilisé aux alentours de 2200, 2400 $ depuis quelques mois. Voilà, donc plutôt sympathique. Au niveau de la prévision, bon, moi, j'ai préféré être conservateur, encore une fois, et prévoir un plafond à 2500 $ en me disant que comme c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, il n'y a pas de raison que ça évolue. Peut-être que ça évoluera d'ailleurs, peut-être que je me trompe et qu'elle va continuer à grimper et qu'elle va dépasser les 3000, on verra bien. En tout cas, voilà, je trouvais assez intéressant hein, de vous montrer que les stars japonaises sont encore accessibles, même si c'est très 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 haut comme montant, hein, ça reste une somme énorme, mais elles sont vraiment accessibles, hein, vous trouverez... Enfin ça c'est le prix d'une PSA 7 en gros en français, il faut bien se dire. Leviator Star c'est en PSA 7 ce prix-là, alors que pour moi la version japonaise est 100 fois plus belle, elle est... alors en termes de rareté c'est difficilement comparable hein, entre le français et le japonais, mais en tout cas c'est une carte de collection, beaucoup de légitimité internationale sur la version japonaise. Donc voilà, après vous faites vos jeux, faut choisir en fonction de vous, de vos affects, le fait que vous préférez le français si vous avez vécu avec, enfin, il y a toujours les mêmes paramètres à prendre en compte, évidemment, je vous apprends rien. Mais en tout cas, réfléchissez-y. Réfléchissez-y, dites-vous bien que la version japonaise, elle a beaucoup d'atouts
pour elle. La version française en a également de son côté, mais voilà, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte de part et d'autre. Population de 178, donc une carte qui reste accessible, même si, encore une fois, on ne peut pas en avoir non plus une pour chaque collectionneur. On continue avec un Poussifeu Star, première édition donc de la série Team Rocket Returns, donc en japonais Rocket Gang Strikes Back pour la traduction littérale. Donc la carte est partie pour 6900 $. Pour moi, c'est la très grosse surprise là de cette vidéo, de ce Poké Dollar, parce que là, c'est clairement le double de son prix habituel au niveau de l'historique. Hein. La dernière que j'ai trouvée, c'était 3250. Donc forcément, c'est assez ouf. Mais d'un autre côté, bah, je comprends en fait. Je comprends tout à fait cette montée de prix, parce que pour moi, 3250, c'était ça l'anomalie. L'anomalie, c'est pas tant là les 7000 $, bon, même si c'est un petit peu haut, hein, selon moi, mais c'était plutôt les 3250 $ qui étaient particulièrement faible. Je le rappelle, hein, c'est une carte très appréciée. En anglais, en PSA 10, elle est vraiment inatteignable, parce que déjà en population, je crois qu'elle est à 17, population 17 en PSA 10, et puis très cher. Mais en japonais, elle était jusqu'à présent encore très facilement, alors pas très facilement trouvable, mais disons que si vous faisiez un poste de recherche, voilà, que vous vouliez absolument cette carte, vous finissiez par la trouver assez facilement, et pour un budget pas si énorme que ça, hein, 3000 $ pour une carte comme ça, c'est vraiment très peu. Et ça restait un compromis énorme, c'est un vrai cheat code, hein. Donc le fait de l'avoir ici à 6900 $, je comprends déjà un petit peu plus le prix, je trouve ça plus cohérent. On se rapproche déjà légèrement du Rayquaza, hein, Rayquaza Star qui en japonais est en unlimited vers les 7-8 000 $ et en première édition entre 13 et 15 000 $. Donc là, on se rapproche déjà et je trouve ça beaucoup plus cohérent par rapport à ce Poussifeu qui est tellement apprécié et qui est tellement belle, hein, aussi cette carte, hein, franchement, il faut le dire. Donc voilà, clairement, c'est un phénomène de marché assez intéressant à noter. Et puis je vous invite, hein, vous aussi de votre côté, à vous y pencher et à vous demander en fait ce qui est en train de se passer sur le japonais et sur quoi on doit miser, que ce soit pour notre affect, pour notre collection personnelle ou pour l'investissement, hein. Il y a plusieurs profils de collectionneurs comme d'habitude. Mais il y a pas mal d'interrogations, moi je trouve, à avoir dans notre hobby à l'heure actuelle. La population est de 70, c'est vraiment peu, hein, pour du japonais, hein, faut pas l'oublier, c'est très peu. Donc cette carte, pour l'avoir, ça reste quand même, il faut se lever de bonheur. On continue avec un Pyroli Star promo, donc c'est la promo play, hein, c'est la promo play 30 000 points, tout simplement, qui est parti donc en PSA 9 pour 4680 $. Donc bon, c'est accessible encore une fois, c'est accessible, hein, 30 000 points, c'est beaucoup, hein, pour les tournois promo play, je vous le rappelle, et 4680 $ pour une PSA 9, c'est pas beaucoup, vraiment. Donc moi je trouve que ça fait partie des cartes qui sont encore sous-cotées. On avait un historique à 5028 $, donc grosso modo on tourne autour de ces 5000 $. À mon avis, on va rester sur cet ordre d'idée-là, hein. C'est pour ça que j'ai prévu 5000 $ pour la prochaine vente. Mais regardez la population, on est à 36. Hein. Faut pas oublier qu'en japonais, cette carte-là, c'est une carte promotionnelle, distribuée en très peu d'exemplaires, parce que peu de personnes avaient la possibilité de rallier 30 000 points lors des tournois promo play. Donc c'est vraiment pas évident à trouver et je trouve que le prix en PSA 9 est vraiment très bas par rapport à ce qu'il devrait être. En PSA 10 c'est vrai qu'elle vaut son pesant d'or et c'est bien normal, mais le PSA 9 en général la qualité n'est pas si éloignée que ça du PSA 10, loin de là. Ça se joue à un point de centrage, ça se joue à des questions comme ça, donc voilà, moi je trouve ça en tout cas très intéressant à analyser. Bon, bah on arrive à la fin à la fin de cette présentation avec les deux dernières cartes qui ont carrément marqué, ce mois, hein, selon moi. C'est donc la N3 de 97 qui est parti pour 300 000 $ chez Héritage. Donc là, on n'est plus chez PWCC, mais chez Héritage Auctions, qui est une autre marketplace. Hein. Vous avez Héritage, vous avez Goldin, vous avez PWCC. Donc la carte est partie le 21/04/2023 pour 300 000 $. Certains ont fait des estimations, des prévisions en tout cas pour cette carte. Certains se sont trompés, mais dans les deux sens du terme. Hein. Il y en a qui disaient non, elle partira jamais à plus de 200 000, 250 000, et d'autres qui disaient bah non, vous verrez, elle atteindra 400 000, 500K. J'ai vu de tout. C'est très dur, hein, d'établir un historique ou une prévision, donc je ne vais pas m'avancer sur ces points-là.
parce que je trouve que ça n'aurait pas d'utilité, c'est-à-dire que déjà que c'est contingent et qu'il y a peu d'éléments scientifiques sur les autres cartes que je vous ai présentées aujourd'hui, alors là sur les Trophy Cards c'est exacerbé, hein, c'est d'autant plus vrai. Donc au niveau de l'historique, bon, il n'y a pas vraiment d'éléments de comparatif récents en tout cas sur une PSA 8, donc number 3 du tournoi de 1997, donc tout premier tournoi Pokémon. Hein, vous savez que ces cartes-là ont été éditées pour le tournoi de 97, de 98 et de 99. Donc ce sont les mêmes illustrations, simplement vous voyez la différence par rapport au texte. Il y a un caractère qui diffère en fonction de l'année de tournoi. En tout cas, voilà, c'est une carte emblématique, c'est une des trophies de notre hobby, c'est probablement, pour moi, dans le numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce sont les 3 cartes les plus rares de notre hobby. Alors certains vont m'opposer, bien entendu, les Snap Cards, comme le Magikarp qui existe en un seul exemplaire, tout ça, évidemment, hein, on est d'accord là-dessus. Mais disons qu'en termes d'aura qui entoure notre hobby, en termes de rareté, d'aura et de volonté de puissance nietzschéenne, j'allais dire, cette carte-là, en tout cas, elle se classe très 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 haut. Et donc en PSA 8, elle est partie pour 300 000 $. J'ai aucun avis par rapport à dire par rapport au prix. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Moi, là, ici, c'est simplement un constat que je vous fais, une présentation pour ceux qui n'avaient pas eu vent de cette vente. Voilà, pour vous dire ce qui est parti. Et pour vous dire que la carte, en tout cas, dans cet état, est Pop 4. Hein. Enfin, la carte est Pop 4 de toute façon ici. Donc voilà, c'est intéressant tout ça à noter, à voir ce que les Trophy Cards vont donner sur le marché à moyen et long terme. Moi, à mon avis, ça va devenir des pièces de musée à part entière. C'est déjà un petit peu le cas. Hein. Des expositions les mettent très très bien en valeur, hein, que ce soit à Galerie 75 Faubourg, l'exposition qui avait eu l'an dernier, ou au Gala TCG cette année, et même l'an dernier. Donc voilà, ces cartes-là sont de plus en plus reconnues comme faisant partie intégrante de la pop culture, et ça le sera encore plus dans les années qui suivent. Mais je trouve ça en tout cas assez intéressant à noter, donc 300 000 $ pour cette carte-là. Et la dernière carte que je voulais vous présenter, intéressant aussi de noter l'évolution de sa cote, c'est le Dracofeu première édition du set de base en anglais PSA 10. Hein, donc je le rappelle, les cartes première édition du set de base japonais sont forcément shadowless. Donc on va pas, pour éviter le pléonasme, on va pas dire première édition shadowless. Hein, c'est comme si vous disiez la lumière lumineuse. Voilà. Donc j'évite ça. Je dis simplement première édition, hein, parce que quand on parle de Shadowless, en fait on parle des cartes qui sont exactement comme celle-ci, mais sans le stamp édition 1, tout simplement. Avec cette fameuse couleur rouge sang, hein, caractéristique du Dracofeu Shadowless, l'absence d'ombre, la police d'écriture sur les PV. Vous connaissez la rengaine, la carte est partie pour 212 500 $, donc c'est plutôt intéressant. On est bien entendu très loin des montants qu'on avait connus au plus fort de la hype pendant le confinement, avec des 400 000 $, hein, on avait eu bien entendu sur les Dracofeu première édition. US PSA 10, là maintenant on s'est quand même beaucoup rafraîchi avec 212 000 $, ça reste quand même un prix énorme pour une carte énorme bien sûr. Au niveau de l'historique, la dernière vente était établie à 192 000 $, c'est en tout cas l'information que j'ai trouvée, donc il y a quand même une petite montée. Après sur des cartes comme ça, les montées, voilà, c'est un petit peu en dents de scie, mais c'est très très difficile d'établir une stabilité hein, sur ce type d'item. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est aux alentours des 200 000 $, un petit peu moins, un petit peu plus parfois. Ma prévision va à nouveau être aux alentours de 200 000, parce que je vois pas pourquoi d'un coup le set de base perdrait en popularité, ou au contraire en gagnerait. On a passé la période de confinement qu'on connaît, on n'est pas encore aux 30 ans de Pokémon, à part si demain il y a un événement avec une personnalité qui re-hype à fond le set de base, tu vois, j'en sais rien, il peut se passer plein de choses. Mais en attendant, je ne vois pas énormément d'éléments qui pourraient aller en ce sens, donc moi je reste je me mouille pas encore une fois, je reste sur mes 200 000 $. Population de 123, donc c'est une carte quand même qui est très très difficile à trouver. 123, ça reste quelque chose d'accessible, mais de toute façon le prix ne l'est plus, lui de son côté accessible. Donc ce sont des cartes qui eh bien, restent toujours à peu près au même endroit. Donc c'est en tout cas assez intéressant à noter. Voilà, la vidéo dure 33 minutes, je voulais à peu près faire une vidéo d'une demi-heure pour justement vous alléger en termes de contenu et éviter encore une fois de vous abrutir avec des vidéos de 3/4 d'heure ou 1 heure. Donc je pense que c'est largement suffisant, je vous remercie pour votre attention. J'espère que en tout cas vous allez bien et je vous souhaite le meilleur. On se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube, on se retrouve également sur Twitch.
Le mercredi, le jeudi et le vendredi quand tout va bien et quand j'ai le temps de faire des streams. Et sinon, vous pouvez également rejoindre mon Discord et mon Instagram, Requamaster tout simplement. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée ou une très bonne nuit. À la prochaine. Ciao tout le monde.